Double sujet aujourd'hui, nous allons faire une pré-analyse sur le combat qui a été officialisé entre Dricus du Plessis et Khamzat Chimaev avec Nassourdine Imavov en backup. Et nous allons également parler de la carte qui arrive avec une toute petite analyse du co-main event entre Mateusz Gamrot et Ludovic Klein, un combat sur lequel Benoît Saint-Denis aura l'œil attentif, tout ça juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Brian, commençons par Khamzat contre Dricus du Plessis. Quel est ton niveau de hype sur 10? Je vais mettre entre 8 et 9. Okay. Je suis très hypé par ce combat-là. 8 et 9, ouais, je pense. Toi? Ouais, personnellement, je suis à 9. Il y a un peu tous les piliers d'excitation qui sont cochés. Le combat est logique sur le plan sportif. Il est énorme sur le plan marketing. On a un champion qui incarne la définition de combattant atypiquement efficace contre le combattant mystique qui fait très très peur au premier round, mais face auquel on voit des potentielles ouvertures pour ceux qui survivent les 5 premières minutes. L'enjeu, c'est la ceinture. Il manque pas grand-chose pour un 10. Pour moi, des 10, il n'y en a pas eu beaucoup en MMA. McGregor contre Khabib, c'est probablement le combat qui représente le plus ce qu'est un 10. Et voilà, ce qui manque par rapport à ça, c'est peut-être la name value des deux qui n'est pas au niveau de Khabib contre McGregor à l'époque. Et ils se sont pas cherchés depuis aussi longtemps. Donc c'est vraiment ça. Et puis sur le plan technique, je pense qu'il y a une plus grosse appréciation à observer McGregor que Dricus. Ouais, je pense, sincèrement. C'est pour ça que j'étais entre 8 et 9. Au tout début, j'allais mettre 9. Après, j'ai pas eu le temps de me ressasser tous les combats qui valaient du 9 ou du 10. Voilà. Mais je te rejoins. Je pense que déjà, avec un peu de mémoire, etc., tous les combats de McGregor avec José Aldo, etc., on était proche du 10 à chaque fois. Ouais. Si on était un petit peu sévère, on pouvait mettre un 9 sur certains combats. Donc, là, moi, je suis plus entre 8 et 9. Et je pense que plus ça va avancer, plus on va se rapprocher du combat, plus je serai proche du 9 comme toi. Ouais, parce qu'en fait, un élément qui va se rajouter, c'est vraiment tout ce qui est trash talk. Et Dricus, il est très fort dedans. Il trouve chaque fois un angle un peu intéressant. Khamzat, ça fait partie de son personnage. Donc, je pense que, comme tu le dis, plus on va se rapprocher du combat, plus la hype va grossir. Et donc, j'ai un peu anticipé avec mon 9. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est peut-être plus bas. Mais j'ai essayé de faire un travail la veille du combat, à combien ce sera, et je pense que je serai clairement à 9. Parlons technique / stratégie. Donc Dricus du Plessis, il est assez difficile à définir. Clairement, on va pas s'inspirer de lui pour le côté esthétique de sa manière de combattre. Mais voilà, il y a rien à dire, il gagne tous ses combats à l'UFC. Certes, on l'a déjà vu en difficulté, on l'a vu à chaque fois revenir. Il est capable de gagner à la décision. Il peut faire mal debout, il peut faire encore plus mal au sol. Et malgré un style peu esthétique, il est intelligent. On en a déjà parlé. Quand tu le regardes combattre, t'as pas l'impression qu'il vient super bien préparé ou qu'il vient avec un game plan. Mais la réalité, c'est qu'il est intelligent dans sa préparation. Il se prépare bien. Il a un gros mental aussi. Il a un gros cardio, il faut le souligner. Et il a un très bon jeu de guerre psychologique, ce qui peut jouer dans chaque combat. De l'autre côté, Khamzat Chimaev, il est effrayant. Il shoot vite, il shoot bien. Une fois au sol, il a un jeu terrifiant et submergent. Quelque chose se passe à chaque seconde. Il n'y a pas de temps de pause quand Khamzat est au sol. Il fait les bons choix. Je pense qu'au sol contre lui, 1 minute paraît 5. Et c'est peut-être pour ça que les rares fois où ça déborde et passe le premier round, les deux sont ultra fatigués. On a l'impression qu'ils ont déjà fait 5 rounds de 5 minutes. La stratégie de ses adversaires, c'est simple. C'est toujours de survivre au premier et advienne que pourra à partir du deuxième. Sans faire une analyse poussée, qu'est-ce qui t'intrigue dans ce combat et comment vois-tu un peu cette opposition se dérouler? Je pense que c'est l'intrigue principale. Je pense qu'on est tous capables de voir chaque combattant tirer son épingle du jeu et avoir les armes de gagner ce combat-là. Clairement, il y a la dimension physique de du Plessis, dont on n'a pas parlé, mais qui va être pour moi un petit peu nouvelle pour Chimaev.
voilà, on a quand même un Khamzat Chimaev qui vient de la division du dessous et qui a affronté pas forcément des gros gabarits dans son run. Bah, c'est clair, en fait, Whittaker, c'est un ancien welterweight. Et Ousmane était monté pour l'occasion. Voilà. Et je crois qu'il y avait un troisième combat en middleweight. John Phillips, c'était les débuts, c'était John Phillips. Il y avait un écart de niveau tel qu'on ne doit même pas parler du physique. Mais en plus, voilà, vraiment dans le top 10, tu vois. Et de l'autre côté, on a un Dricus du Plessis, idem, qui n'a pas affronté de profil similaire à Chimaev. Si on regarde un petit peu, ses derniers combats, c'était vraiment contre des profils strikers, où on le voyait plutôt partir au sol, ce qu'il n'a pas forcément fait sur son dernier combat, ce qui était assez étonnant d'ailleurs, face à Sean Strickland. Mais voilà, donc moi, il y a vraiment cette intrigue-là. Je n'ai pas encore les réponses sur leur réaction face à leur propre profil. Il a fallu, par exemple, pour Duplessis, que je remonte jusqu'à Derek Brunson, entre guillemets, voilà, pour avoir un profil costaud. Et ça a été compliqué ce premier round, tu vois, avec Derek Brunson. Oui, j'ai noté, moi, il fallait que je parle de ce truc. Ça m'a pas rassuré pour Dricus contre Khamzat. Alors ça remonte, il y a peut-être eu une progression depuis, il y a peut-être aussi une différence d'approche où DDP était peut-être plus à l'aise de se mettre sur son dos contre un Brunson qu'il ne le sera contre Khamzat, mais c'est pas rassurant quand tu regardes ça. C'est pas rassurant. Et j'aurais été rassuré s'il avait affronté un autre profil un peu similaire dans son ascension, mais non. Oui, c'est ça. En fait, le truc, c'est que maintenant, chez les middleweight, il y en a dans le top. Mais pendant son ascension, le top était plus plus des strikers. Donc, c'est vrai qu'il n'a pas affronté une bonne préparation pour Khamzat dans cette division. Ce serait peut-être Fluffy. Ouais. Effectivement. Je pense que des profils comme Khamzat, tu n'en auras pas. Je pense que ça aussi, c'est un truc dont on peut parler. C'est une certaine complexité à se préparer pour un gars comme Dricus du Plessis, parce que vas-y pour trouver quelqu'un qui sera capable d'imiter ce jeu tellement atypique mais avec autant d'efficacité. Et de l'autre côté, va t'en trouver un profil comme Khamzat qui fait les bons choix sur des fractions de seconde, qui a cette pression, qui a ce niveau au sol de manière générale. La préparation pour l'un et pour l'autre, ça va se tirer les cheveux, quoi. Ouais, et donc la question pour moi, elle est encore sur la question de la survie du premier round, comme tu l'as bien souligné tout à l'heure. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Beaucoup voient Duplessis survivre. C'est un gros profil, c'est un gros bébé, c'est un mec qui survit. Contre Derek Brunson, on vient d'en parler. Il s'en sort relativement bien, mais c'était très très mal engagé. Il y a eu pas mal de combats où c'était très mal engagé pour lui et il réussit à revenir. Donc on sait qu'il est capable de survivre. Et on est sur un 5 rounds. Ça devient, on n'a jamais vu Khamzat sur un 5 rounds. On l'a vu sur un 3 rounds. C'était pas fameux sur les derniers rounds face à un combattant qui venait en last minute de la catégorie du dessous. Donc forcément, il y a vraiment tout ce narratif qui se développe, quoi. Ouais, je pense que l'analyse, en tout cas en l'état, sans faire une analyse méga poussée en revoyant tous les combats récents, ça se tient à ça. Ça se tient vraiment à premier round, tu survis. Et si tu survis au premier round, ce qui va à l'avantage de Dricus, c'est qu'il sera bien préparé, qu'on l'a déjà vu sur 5 rounds, qu'on sait justement qu'il est durable, on va dire, résistant et bon dans la fatigue. Ça, c'est un élément qui était important. Il sera fatigué, Khamzat aussi. Qui sera le meilleur dans la fatigue? Et je pense que là, ça va pencher du côté de Dricus. Mais je te rejoins absolument. J'ai quand même fait une petite analyse. C'est pas juste du ressenti ici. Je suis allé revoir les 2 dernières fois où Dricus s'est fait amener sur son dos. C'était contre Whittaker, amené au sol très facile pour Whittaker. Alors peut-être qu'il s'y attendait pas ou je sais pas. Et contre Derek Brunson. Et alors j'ai un peu observé aussi son système défensif une fois qu'il est sur son dos et son get-up game. Et je suis pas rassuré, quoi. Je peux très vite voir le Dark-Choke passer pour Khamzat dans le premier round. Contre Brunson, c'est Brunson qui lui permet de se lever, parce qu'avoir un double overhook, enfin il avait même pas d'overhook, quoi. Il autorise un double underhook, il a une hauteur, enfin tu comprends pourquoi Derek Brunson, il y en a beaucoup qui n'en ont pas entendu parler et qu'il n'est pas dans le top. Des erreurs comme ça, je suis persuadé que Chimaev les frappe ne les fera jamais, tu vois. C'est clair. Donc ouais, c'est pas rassurant du tout. Alors, on a déjà un peu touché à ça, mais on va dans la bonne direction. Du coup, en termes de pronostats,
quel serait le tien, en sachant que sur unibet.fr, on est à 2,60 pour Dricus du Plessis contre 1,44 pour Khamzat Chimaev, ce qui signifie que le challenger est favori à 65-35. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu peux t'aligner ou dans ta tête, tu avais quelque chose de différent? Légèrement moins. Moi, j'étais sur un 60-40. Ah ouais, ok. Chimaev. Ok. Ouais. Je vous avoue que sans regarder les combats, j'aurais pu me laisser convaincre par quelqu'un qui me dit non, Duplessis va survivre, va l'emporter, etc. Ce qui est tout à fait probable. Hein. Quand je mets 40%, ça reste quand même. C'est énorme. Il vient avec pas mal de chance et la capacité de finir au premier round un Duplessis, pour moi, me semble quand même assez difficile à voir, tu vois. Ouais. Donc moi, j'étais sur un 60-40. Mais voilà, c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis autant hypé, c'est parce que c'est tellement incertain, quoi. Pour moi, c'est vraiment incertain. Ouais, c'est ça. Encore une fois, c'est le genre de combat où tu vas mettre un 60-40 et puis si Khamzat gagne dans le premier round, ben, ça aura ressemblé à un 90, quoi. Voilà, et on nous l'aura dit, je vous l'avais dit, il allait gagner au premier round. Et si ça survit et que ça va dans l'autre sens, voilà, je vous l'avais dit. Par contre, clairement, si on a un Chimaev qui emporte ses 5 rounds sur quelque chose de complètement différent, là, je pense que personne ne l'aura prévu, tu vois. Après, en fait, moi ma grille de lecture, et ça va donner un peu mon pronostat, c'est que je donne un bon 60-65% de chance à Khamzat de l'emporter dans le premier round. Ouais. Donc automatiquement, la cote de Khamzat, c'est minimum 60 à 65%, forcément. Et alors, la chance que je lui donne si ça dépasse le premier round, on va plus être sur un 80-20 à l'avantage de Dricus. C'est dingue quand même. Mais ça veut dire quand même que je peux voir un monde où Khamzat s'impose après le premier round, comme il a réussi à le faire contre Gilbert Burns et comme il a réussi à le faire contre Ousmane. Maintenant, effectivement, à ces deux combats, tu dois rajouter 2 rounds supplémentaires, mais dans lesquels les deux seront fatigués. Donc il y a quand même un chemin pour moi pour la victoire. Et c'est le genre de combat de nouveau où tu peux mettre un dixième d'unité sur l'égalité, parce que premier round 18, tu le vois venir. Il suffit que Khamzat prenne le deuxième, ce qui est totalement possible, ou le troisième, DDP qui prend 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Un des 4 suivants était sur une égalité, quoi. Donc voilà, moi je suis plus un peu plus sévère que Unibet. Je vais plus me diriger vers quelque chose entre 65 et 70 pour Khamzat. À l'heure actuelle. Ouais, mais c'est vraiment mon ressenti. Quand le combat a été annoncé et que j'ai vu les codes, je me suis dit, il y a de la valeur chez DDP. Puis là, j'ai revu juste ce qui s'est passé avec Brunson et avec Whittaker. Je me suis dit, ça va être compliqué de passer le premier. Après, j'ai peut-être réanalysé et me refaire quelques combats plus grappling pur de Dricus. Et puis, je vais me dire, au final, son système défensif, il sera en place contre Khamzat. Il va survivre. Il va même peut-être se mettre en mode économie d'énergie pour passer ce premier round et avoir plus d'énergie que Khamzat. Et ça se trouve, au moment où on fera l'analyse lors de la Fight Week, j'ai passé sur un 60-40 DDP. Mais mon ressenti à l'heure actuelle avec ce que j'ai revu, je penche beaucoup Khamzat. Ouais, je comprends. Bah écoute, moi aussi, hein. Mais ouais. Maintenant, voilà, hein, sur le finish contre, je pense qu'il faut quand même le préciser. Son finish contre Whittaker, il avait la mâchoire déjà abîmée. Pourquoi il a tapé aussi vite? C'est sous la pression. Il y a eu un truc. Ah oui, tu veux dire de Whittaker, parce que Whittaker contre Khamzat. Mais je pense qu'il avait déjà des soucis au niveau de la mâchoire, mais ça reste Khamzat qui lui a explosé, quoi. Ouais. Non, mais on pourrait se dire que est-ce qu'il aurait réussi s'il n'y avait pas cette fragilité sur la mâchoire? Parce que cette technique d'attaquer la mâchoire comme il l'a fait contre Ousmane. Ousmane n'a pas tapé, tu vois. Ouais. Et Dricus, c'est je vrai ne pas taper de douleur. Ouais. Et je vois difficilement, enfin, Dricus, je pense qu'il peut se faire péter la mâchoire, il va continuer, tu vois. Donc, c'est là où est toute l'intrigue, hein. C'est là où est toute l'intrigue. Là, tu me dis 65% de chance que Chimaev l'emporte au premier round. Moi, franchement, ça me reste quand même un scénario que je vois compliqué. Je le vois être capable de mettre une sacrée trempe à DDP au premier round, mais de là à le finir. Il s'est déjà fait finir au sol, DDP. C'est une bonne question, ça, en fait. Je crois pas, hein. Après, encore une fois, comme tu l'as dit, il n'a pas rencontré un lutteur-grappleur du calibre de Khamzat non plus. Ouais. Il s'est fait soumettre une fois. Maintenant, quand est-ce que c'était?
KO contre Soldic. Ah, c'est ça, une guillotine contre Gareth McLellan, qui est pas mauvais en fait. C'était pour la ceinture de l'EFC en 2014. 2014. Il était à 4-0, hein. L'autre était à 11-2. Donc, Ouais, et Gareth McLellan, je crois que c'est un bon bébé où l'Uzadan, enfin le Afrika Zada n'existait pas, tu vois. Je connais pas. Mais c'est bizarre, mais je regardais l'UFC à cette époque-là en fait, donc je me rappelle de ce nom et de ce combat. Et de ce physique. Donc ouais, à voir. Mais c'est bien d'avoir ça en ressenti. On va essayer de retenir les codes qu'on a donnés pour voir si ça change au moment de la Fight Week. On est obligé d'en parler. Évidemment, Nassourdine Imavov sera le remplaçant de ce combat. Alors, on va pas partir dans une triple analyse d'Imavov contre les deux protagonistes ici, mais je suis curieux de savoir ton avis là-dessus. Qui serait le combat le plus compliqué pour Imavov entre Khamzat et Dricus du Plessis? Et par conséquent, quel serait le combat dans lequel il est le plus favorable à prendre la ceinture? Ah bah clairement, je pense que Chimaev fait un problème pour tout le monde, tu vois. Ouais. Donc, clairement, à choisir au-delà des liens qu'ils peuvent entretenir, je pense que clairement Khamzat, c'est vraiment le problème. Ah oui, pour moi c'est le problème. Donc encore une fois, oui, on sera sur le même scénario de est-ce que s'il survit, il sera capable d'utiliser son anglaise pour pouvoir surcharger notre ami Chimaev et l'emporter à la décision. Oui, clairement c'est possible. Oui, les deux combats sont très très compliqués sur le papier. Mais voilà, je pense que Duplessis, ça sera le combat un petit peu moins compliqué. Ouais. C'est la bonne manière de le placer. C'est pas le combat le plus simple du tout, Non. mais c'est le combat un petit peu moins compliqué. Enfin voilà, et puis de l'autre côté, tu te dis ouais, mais j'ai juste à survivre à un round et après je peux dérouler. Tu peux te dire ça aussi, tu vois. Ouais, mais encore une fois, hein. il suffit pas de survivre, il faut survivre avec suffisamment d'énergie pour faire la différence derrière, parce qu'il y en a deux qui ont survécu au premier round. Alors Gilbert Burns, c'est peut-être un peu différent parce qu'il a vraiment bien défendu toutes les amenées au sol au premier, ça a créé une guerre. Ousmane, il a vraiment subi dans le premier round et c'est comme ça que je peux voir tous les prochains combats de Khamzat. Et quand il est sorti, il a pris que un des... Ouais, c'est ça, il a pris que un des deux rounds aux yeux de deux juges et il a pris les deux rounds aux yeux d'un autre. Mais donc ça reste compliqué de prendre les rounds. Ah ouais. C'est pas parce que tu survis au premier qu'après c'est un boulevard. Après, il faut encore prendre les rounds et imposer ton jeu, quoi. Sans te faire lutter dans la fatigue. Et puis Ousmane, il était mort. Il a dû envoyer 3 jobs par round. Il n'avait pas plus de jeu que ça, ouais. Ah non, mais ouais, c'était vraiment... c'était vraiment survie. Et ça, c'est encore un argument. On le dit souvent, ceux qui ont plus une formation pied-point, l'énergie qu'ils déploient dans le département de la lutte et du grappling, c'est plus que quelqu'un qui a une formation plutôt lutte. Donc, on a un Ousmane qui vient plutôt de ce background-là et qui était complètement épuisé à avoir subi contre Khamzat. Donc, quand tu es un striker de base, je sais pas dans quel état tu sors d'un premier round comme ça contre Khamzat si tu en sors. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, ce serait une belle histoire hein, si Nassourdine doit step up et créer la surprise, parce que je pense, voilà, sur papier, il sera underdog contre les deux. Ouais, je pense. Oui, il faut... Les cotes, en tout cas, au niveau des cotes internationales, il sera underdog contre les deux. Ouais, clairement, je pense. Hein. C'est pas pour dire qu'il a aucune chance, loin de là, justement. Non. Mais voilà, ça veut dire que s'il doit step up et qu'il gagne, c'est un genre d'exploit. Et ce serait superbe comme narratif. Maintenant, j'ai vraiment envie de voir DDP contre Khamzat. Je suis à fond derrière un Nassourdine qui a la ceinture un jour, mais mon scénario idéal, c'est vraiment qu'on voit ce combat DDP contre Khamzat et puis que Nassourdine soit le prochain contender sans discussion. Ça, c'est le scénario idéal. On passe au deuxième sujet ? Oui. C'est parti. Donc ce week-end, nous avons un Fight Night. Oui. Alors on va pas se mentir, hein. Blanchfield contre Barber, c'est pas vraiment le combat le plus excitant à analyser. Je ne pense pas que ce soit le numéro 1 dans ta liste d'intérêt du week-end. Et je spoil, moi non plus. Du coup, on a décidé de plutôt analyser le co-main event ici, le combat entre Mateusz Gamrot et Ludovic Klein, qui est vraiment un très très chouette combat selon moi. Alors on a le numéro 7 de la division contre un gars qui est au bord du top 15. C'est un combat qui va nous intéresser potentiellement doublement car il y a eu des échanges entre les deux, entre Klein et Benoît Saint-Denis, mais aussi entre Mateusz Gamrot et Benoît Saint-Denis. Donc voilà, il y a un intérêt aussi pour le public francophone. Brian, on va commencer par Ludovic Klein. Voilà, c'est un combattant qui a un palmarès de 23 victoires, 4 défaites, 1 égalité.
Il a 10 combats à l'UFC, 7 remportés, 2 perdus, 1 égalité. Il est sur 6 victoires et 1 égalité sur ses 7 derniers combats, avec un finish rate qui avoisine les 75% depuis le début de sa carrière. Voilà, comment est-ce que tu définis ce gaucher? Alors, ce gaucher, je pense qu'on peut vraiment le définir comme un profil striker qui a une lutte correcte, est capable à un moment donné de surprendre, de mettre au sol et de travailler depuis en dessous pour prendre les rounds. C'est un gars qui est pas très très grand. Non. Pour la KT, en tout cas, il a affronté souvent des gars un peu plus petits. Et je pense qu'il tape fort, quoi. Je pense qu'il tape fort. Il a un high kick magnifique aussi. Ouais, voilà sa comment jambe, je elle le part définis. tellement, sa jambe gauche, elle part comme un jab. Ouais, Aucun non, effort. franchement, très 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 chouette à regarder, je trouve. Sur les points faibles entre guillemets, bon bah, je pense que voilà, ça, peut-être sa lutte défensive, ça va être là où ça va être un petit peu le plus compliqué. Et puis son grappling. Je pense qu'une de ses défaites, c'était contre Nate Landwehr. Ouais. Franchement, quand tu regardes la physionomie du combat au premier round, tu dis ça va être facile. Et en fait, Nate Landwehr fait la différence dans le département du grappling, quoi. Mhm. Après, ouais, le truc, c'est qu'il n'a pas affronté beaucoup de bons lutteurs ou de bons grappleurs. Parce que quand tu regardes cette takedown defense, c'était à 91%. Et donc, tu te retrouves sur un profil un peu comme Raphaël Fiziev, tu vois, d'un point de vue un bon striker qui est capable de combiner peut-être un volume de jeu un peu moins élevé que Fiziev, assez compact pour la division, qui a un peu ce style, je vais défendre toutes les amener au sol, mais par contre, voilà, je vais maintenir tout ça debout. Par rapport à Fiziev, il a une meilleure lutte offensive, mais effectivement, je pense qu'il a une moins bonne lutte défensive que Fiziev, même si les stats sont assez similaires. Et voilà, contre Mateusz Gamrot, on va considérer ça, je pense, comme une opposition de style. Mateusz Gamrot, 24 victoires en 27 combats, 10 combats à l'UFC avec 7 victoires, donc même expérience professionnelle, même expérience à l'UFC pour l'un et pour l'autre. Il y en a juste un en Mateusz Gamrot qui a traîné un peu plus dans le top 15, top 10. Lui, il a 54% de finish et il était sur 3 victoires consécutives avant de perdre contre Dan Hooker. Comment est-ce que tu décrirais de manière générale le Polonais? Je pense qu'on peut le définir vraiment comme un lutteur. C'est vraiment profil lutteur, grappleur. C'est un grappleur de formation, tu vois. Ouais. Mais clairement, dans sa manière de combattre, il vient pour lutter, pour mettre au sol, pour mettre les épaules au sol de l'adversaire et puis chercher les ouvertures pour frapper. Il est problématique à combattre. Parce qu'il est difficile, je pense, difficile de défendre ses amenés au sol. Ouais. Il a un très bon cardio, je pense qu'il faut le notifier. C'est un peu un bagarreur. Enfin, j'ai envie de dire, tu vois, il va rentrer. Il n'a pas peur d'aller dans la poche et de combiner non plus, ouais. Voilà. Il reste prudent, c'est ça qui est étonnant. Il est assez prudent en striking. Il sait que voilà, il peut être. Il a été touché par pas mal de monde, mais je trouve qu'il désengage bien, très bon cardio. Mais si vous regardez un petit peu sur ses combats, les dernières minutes de round, elles sont compliquées pour lui quand même. Ouais. Voilà. Sur ses victoires, tu en as parlé, il y a des victoires par finish, mais il y a eu quand même pas mal de split décisions. Hein. Ouais. Et pour moi, qui s'explique aussi vis-à-vis de son jeu, quoi. Donc un jeu où la mise au sol c'est vraiment l'objectif. Par contre, sur les dégâts qu'il va occasionner, sur l'impact qu'il va avoir aux yeux des juges, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais, on n'est pas sur un style submergent au sol. Non. J'ai pas appelé ça un style de contrôle non plus, parce que ça bouge pas mal. Mais effectivement, t'as pas énorme. Si j'ai pas de bêtises, je vais aller voir les stats quand même. Mais t'as pas énormément de tentatives de soumission de son côté. Non, voilà, 0.1 toutes les 15 minutes, c'est que dalle, quoi. Et sur le grand and pound, c'est pas archi actif et c'est pas là où il va chercher les TKO par grand and pound et tout ce qui s'ensuit. Donc effectivement, ça l'a amené à plusieurs splits. Ouais, c'est un lutteur qui attaque bas, qui attaque vraiment dans les jambes. Low single, ouais. Ouais, sur les single legs, sur les double legs, qui attaque vraiment bas. Et donc, une fois que l'adversaire est au sol, ses bras sont encore au niveau des jambes.
Donc, il y a une grosse difficulté. Il travaille très très bien pour éviter l'adversaire de se relever. Donc, il va contrôler la jambe qui est le plus proche du sol. Mais c'est un peu son principal problème, c'est qu'il a du mal à pouvoir remonter pour aller sur ce qu'on appelle du leg riding, tu vois. Donc, moi, je trouve qu'en termes de lutte, il est excellent. Il est excellent. Par contre, le chemin pour pouvoir monter sur le corps, pour pouvoir frapper et faire du leg riding, comme on en parlait juste avant avec un Shimaev, qui va, lui, il a un leg riding assez étonnant. Il est très très bon. Eh bien, ça, c'est vraiment pour moi sa grosse difficulté. Et d'ailleurs, sur son dernier combat contre Hooker, le premier round, il le met au sol, il contrôle très bien, mais Dan Hooker réussit à se relever. Et pour moi, il n'y a eu aucun impact, aucun dégât, tu vois. Ouais, bah c'est ça. Ouais, c'est là où a été fait la différence, c'est que dès que ça se relevait, on avait un Hooker qui était beaucoup plus impactant. Ouais. Et ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Donc, moi, j'aime beaucoup, hein. Techniquement, j'aime vraiment beaucoup le regarder combattre. Par contre, je peux comprendre que certains trouvent que ça manque un peu. C'est pas que ça manque de générosité, parce que mettre autant de takedown, autant se déplacer, elle y est la générosité. Mais par contre, la capacité à pouvoir passer du contrôle de ses bras, d'empêcher l'autre de se relever à ses jambes pour pouvoir libérer le haut du corps pour pouvoir frapper ou soumettre, c'est souvent ça qui pêche, quoi. Ouais, par contre, on a quand même une large majorité dans notre communauté qui le voit gagner. On a eu 2500 Ah oui. votes et 83% le voit l'emporter, ce qui n'est pas du tout aligné avec Unibet.fr. Unibet.fr, Mateusz Gamrot est favori quand même, mais à 1,65 contre 2,10 pour Ludovic Klein. Donc on est entre le 55-45 et le 60-40 pour cette opposition de style. Est-ce que toi tu t'alignes à ça? Et grosso modo, quelles sont les clés de victoire d'un côté comme de l'autre? Alors sur les cotes, sur les cotes, moi je peux comprendre pourquoi c'est aussi serré. Donc on a vraiment des chemins de victoire. En gros, pour moi, ce combat-là, l'UFC, elle envoie à Gamrot un profil sur lequel il a du mal. Donc donc déjà, il est gaucher. Ça nous fait penser à un combat qui a été, je vais pas dire compliqué, qu'il a gagné, mais contre Dos Anjos, ça a été un combat qui était quand même compliqué. Sa dernière défaite, à nouveau un striker, capable de changer de garde, très très bon, et là, ça s'est pas passé tout simplement. Ouais. Et Donc, même sa dernière split en sa faveur, c'est aussi profil striker qui fait du dégât debout, c'est Turner. Hein. Il gagne, mais c'est à la split. Tout à fait. Donc voilà, donc c'est pour ça que je pense sincèrement que Ludovic Klein, il a ses chances. Et alors, il y a quelque chose aussi que je pense que son équipe repérera, c'est que Mateusz Gamrot, il commence à avoir beaucoup de combats et il montre comment je pourrais appeler ça, des patterns. Patterns, Ouais, des gros patterns qui sont exploitables. Donc c'est un droitier pour boxer, mais par contre, il passe en gaucher pour shooter. Si vous regardez bien, il passe quasi tout le temps en gaucher pour pouvoir attaquer dans les jambes, peu importe que le gars soit gaucher ou droitier. Donc tu peux anticiper ça, ouais. Donc voilà, tu peux quand même anticiper ses entrées. Alors il va chercher à mettre au sol, imaginons qu'il soit en droitier et que vous mettez un kick, il peut saisir et chercher à mettre au sol avec ça, mais c'est relativement rare de le voir rentrer en droitier en lutte. Donc il y a des choses qui sont un petit peu anticipables, il y a des chemins de victoire qui sont exploitables par Ludovic Klein. Donc oui, moi je trouve que la cote, elle est pas... il faut pas enterrer Ludovic Klein. Je pense qu'il a vraiment des chemins de victoire qui sont exploitables. Maintenant, clairement, et je le pense sincèrement, je vois Gamrot favori. À un 60-40, je le vois favori. Ouais. Ouais, moi c'est plutôt ça aussi, un 60-40, notamment sur la question de l'expérience à haut niveau. Je sais qu'on en parle souvent et que c'est un facteur X qui ne doit pas toujours être utilisé. Mais ouais, ici quand même, on a un Mateusz Gamrot qui a traîné toujours à haut niveau. Ses défaites ou ses combats compliqués, c'est contre du très haut niveau. Je pense que Ludovic Klein a sa place dans le top de la division. Mais il y a peut-être des détails dans la gestion du combat qui feraient la différence. Et donc, voilà, d'un point de vue compétence, d'un point de vue expérience, ouais, je me positionne sur un bon gros 60-40 à l'avantage de Gamrot. En tout cas, dans ce combat-là, j'ai presque tendance à dire que la valeur est peut-être un peu plus du côté du favori. Ouais. Et on a oublié d'en parler, mais contre Fiziev, c'est une victoire sur papier, mais je pense qu'il n'y avait pas la blessure. On en était où sur la scorecard là?
Je pense qu'il y a 2 juges qui donnaient le premier round à Fiziev. Un juge qui le donnait à vraiment Gamrod, donc c'était relativement serré, quoi. Il était pas mal dans le combat, il était pas spécialement bien. C'était un combat qui était encore très ouvert et je pense que ça pouvait partir dans les 2 sens. Et c'était sur 5 rounds en plus, je pense, donc c'est encore très ouvert. Donc c'est pour ça. Je pense que les cotes de Paris, enfin voilà, on l'a vu assez régulièrement, ne serait-ce que sur le week-end dernier. Les cotes de Paris, elles sont souvent bien faites et effectivement, il y a ces chances. Hein. Il y a ces chances sur Ludovic Klein et oui, la plus-value reste quand même sur le favori. Alors, est-ce que ce combat est numéro 1 sur ta liste d'intérêt pour le Fight Night en approche? D'intérêt, quand je vais me lever le matin et que je regarde le premier combat que je vais regarder, ce sera pas celui-là, non. Non, ce sera pas celui-là, ce sera... Enfin, c'est purement personnel après, hein, le premier combat que je vais regarder. Oui, c'est attache personnelle, affectif, c'est Bolaji. Oui, effectivement. Le premier combat que je vais regarder, ça va être Oki Bolaji contre Markel Medeiros. Ça va être... Mais voilà, hein, comprenez bien que si je n'étais pas mis avec Bolaji, ça serait Ludovic Klein contre Mateusz Gamrot, clairement. Mais en tout cas, voilà, quand je vais me lever, je vais regarder directement Bolaji Oki. Ouais. Après, justement, le but de cette partie du podcast, c'est d'être à fond subjectif. Le but, c'est pas d'établir la liste objective des combats avec le plus d'intérêt. C'est subjectif et évidemment, pour moi aussi, Bolaji Oki, c'est numéro 1. Pour l'anecdote, c'est vrai que je sais même pas si on l'a déjà dit sur Fight Minds, mais le tout premier combat de Bolaji Oki en MMA, c'était dans ma promotion. Donc, et c'était un très très beau combat avec beaucoup d'ambiance. C'était Bruxelles contre Paris, là, ça avait fait du bruit. Donc, numéro 1, c'est pareil chez toi et chez moi. Ouais, je pense que le numéro 2, ce sera pareil aussi. Mais vas-y, parle juste un peu de ce combat. Ouais. Au-delà du côté subjectif, il affronte un gars qui s'appelle Markel Medeiros. Je sais pas s'il a été sélectionné au Dana White Contender. C'est possible, ça? C'est par là qu'il rentre, il me semble. Je crois. Au-delà du fait que moi je supporte, enfin qu'on va regarder pour Bolaji, l'adversité, c'est vraiment cool, quoi. C'est un très très bon combat qui en approche avec 2 strikers et 2 styles différents. Donc d'un côté, on a un Markel Medeiros qui se déplace beaucoup, qui est bien relâché et qui, je trouve parfois un petit peu trop. Et de l'autre côté, un Bolaji qui s'entraîne chez Wallon, qui vient vraiment kickboxing hollandais, donc on pourrait dire kickboxing belge, tu vois, un mix entre le kickboxing hollandais et puis ce qu'on peut retrouver un petit peu plus francophone, un peu plus stable. Il a un très très bon bras arrière. Il tape fort, il tape vraiment fort. Donc ça, c'est un combat où moi je pronostique une victoire de Bolaji et voilà, j'en dis spectaculaire. Hein? Ok, et spectaculaire. Ouais, je pense. Mais ouais, je te rejoins parce que au-delà, je pense que j'aurais pu, si le combat m'intéressait pas spécialement, si l'opposition m'intéressait pas spécialement, je pense que j'aurais laissé Gamrot contre Klein en premier. Ici, le fait que ce soit mon premier, c'est parce qu'effectivement, on a la tâche personnelle avec Bolaji. Mais en plus de ça, c'est une opposition striker contre striker. C'est un bon matchmaking de l'UFC. Ouais. Et ça devrait être un combat plaisant à regarder, en plus de l'attrait qu'on a pour le Belge et pour supporter le Belge. Le numéro 2, est-ce qu'on a le même? Pour moi, c'est celui dont on vient de parler, Ludovic Klein contre Mateusz Gamrot. Je pense que sans surprise, ça doit tomber en numéro 1 ou numéro 2 chez tout le monde. Encore une fois, c'est subjectif, libre à tout le monde de faire sa liste. Mais voilà, moi, c'est clairement le numéro 2. Exactement, moi, c'est le combat suivant, ouais, clairement. En 3, qu'est-ce que tu as? J'ai Oban Elliott, moi. On a le même top 3. Là aussi, c'est plus sur le plan de l'affectif. Après, j'aime bien regarder ce combattant, mais voilà, on l'a déjà croisé au Cage Warriors. Il avait fait des call-outs assez respectueux pour Donovan Desmaé. J'aime bien sa personnalité. Voilà, c'est un combattant que j'aime bien suivre. Ouais, clairement. Et puis, il s'est entraîné en France, là, non? Il est passé chez Nicolas Hott, ouais. Ouais, voilà, je trouve ça... je trouve ça assez sympa de savoir de connaître. Il y a eu ce genre de connexion. Donc ça va être mon numéro 3. L'adversaire, je le connais pas par contre, pour être honnête avec vous. Ah, mais moi je le connais juste de nom parce que quand j'avais regardé Thiago Lima de Baki, j'avais vu que il était quasi au même ranking que Ramirez. Sur Fight Matrix, et donc j'ai fait tiens, il y a des gars de l'UFC qui sont quand même à ce niveau, enfin assez bas dans le classement Fight Matrix. Il est à 3-3, je pense, l'adversaire de Oban Elliott à l'UFC.
Et donc j'imagine que c'est un combat très favorable pour Urban Elliott, ce combat-là, non? Je pense, ouais. Mm. Je pense que l'UFC a quand même envie de faire monter certains Européens. Je pense pas que Urban Elliott ait ce qu'il faut pour être un potentiel champion ou quoi, mais Non. il peut prendre ses victoires à l'UFC, il peut se rapprocher du top 15 et je crois que c'est ce que l'UFC cherche à faire parce qu'il a une chouette personnalité, il fait des chouettes interviews. Je crois qu'il est apprécié par Ariel Helwani, donc il prend un peu de visibilité par ce biais-là aussi. Donc voilà. Ouais. Non, je pense que c'est un combat vraiment accessible. Après, Urban Elliott, moi, en termes de, faut qu'il progresse encore, comme tu dis. Ouais. Je trouve que des fois, il manque un petit peu de je sais pas comment dire ça, pas de générosité, tu vois, mais des fois. Ouais, bon, à l'époque, moi, c'est un combat qui me faisait pas du tout peur pour Donovan. Hein. Si ça s'était fait, je pense que voilà, on l'aurait pris au sérieux, certes, mais c'était favorable pour nous. Ouais, je pense aussi. Donc en off, tu m'as dit que tu t'étais arrêté à 3, donc moi j'ai donné mon numéro 4 et mon numéro 5. Mon numéro 4, c'est quand même un combat que j'ai envie de voir, c'est Jafel Filho contre Alan Nascimento pour 2 raisons. Donc Filho, il est pas mal, hein, il a quand même donné un chouette combat à Mohamed Mokaev. Et Nascimento, il m'avait surpris contre Jake Hadley. Jake Hadley, c'est quelqu'un qu'on suivait au Cage Warriors. Je pensais qu'il avait vraiment de quoi faire à l'UFC. Et Nascimento lui a fait une grosse performance. Et donc ici, je pense que c'est un chouette combat. Filho contre Nascimento, donc c'est mon numéro 4. Et voilà, le numéro 5, c'est le main event. Blanchfield contre Barber, comme je disais, je ne vais pas regarder avec grand intérêt, mais ça reste dans le haut d'une division. Ça peut avoir des implications pour la suite pour Manon aussi. Donc je l'ai mis dans ma liste quand même en numéro 5. Mais écoute, moi je vais peut-être regarder Jafel Filho. Je vois qu'en plus il a gagné contre Amir Albazi en grappling. Oui. Sa toute dernière sortie, c'est en grappling pur contre Albazi. Une victoire. Et là, il est sur une série. Hein, depuis sa défaite contre Mokaev, il a 2 victoires contre Barrez et contre Ode Osbourne. Par soumission les deux, c'est pas rien. Hein. Non, c'est pas rien du tout. Ouais, c'était passé un petit peu sous le radar. Mais ça, je pense que je vais regarder aussi. Ouais. Ah ben content de t'avoir motivé à regarder. Ouais, ça va m'intéresser. Et son adversaire, il a fait une performance of the night dans sa dernière sortie aussi. Il est allé à la split contre Ulan Bekov. Donc c'est 2 bons profils, vraiment. Et on en a parlé la semaine dernière sur la division des flyweight. Je trouvais qu'elle manquait un petit peu de profondeur. Tu me disais que ça commençait à arriver et c'est vrai que voilà. On est hors top 15 chez les flyweight et c'est un combat qui m'intéresse et qui va t'intéresser aussi. Ouais, clairement. Parfait. Brian, un tout grand merci pour ta préparation comme d'habitude, pour l'échange. Les amis, merci à tous et à très bientôt. On vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Nous sommes actuellement en train de réfléchir au futur projet Fight Minds. Ces projets nous motivent car ils permettront de se rencontrer en voyageant ensemble pour voir des UFC ou au travers de séminaires MMA. Pour cela, nous aimerions mieux connaître notre communauté. Nous t'invitons donc à répondre à un rapide questionnaire que tu trouveras en description de la vidéo. Nous en profitons pour rappeler que nous sommes ambassadeurs des marques Nutrimuscle et Oko. Cela signifie que si tu achètes chez eux en passant par nos liens, tu aides la chaîne à se développer. Nutrimuscle a une mission claire: rendre la nutrition sportive accessible en respectant les plus hauts critères de qualité. Chaque ingrédient est sélectionné pour préserver leur pureté et chaque produit se limite au minimum d'ingrédients nécessaires. Rejoins Morgan Charrière, Benoît Saint-Denis et Fight Minds dans la team Nutrimuscle en profitant d'une réduction via notre code promo NMA_FM5. Le lien vers leur site est en description de cette vidéo. Oko produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oko traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Les polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. La gourde Oko a un côté ultra pratique et aussi économe. On arrive à 10 centimes le litre d'eau, voire moins, grâce à notre code promo FMOKO qui offre 10% de réduction.